surtout, que devient l'initiation dans un monde où l'on peut tout savoir sans rien avoir vécu? Retour en 2026, ici, aujourd'hui, entre frères et sœurs, amis, chercheurs de sens, artisans du questionnement et amoureux de la pensée libre. Nous allons explorer ensemble une question qui touche au cœur même de la démarche maçonnique. Une question qui n'interroge pas seulement la technologie, une question qui interroge notre rapport à la connaissance, au doute, à la transmission et à la construction de soi. L'intelligence artificielle va-t-elle tuer la pensée maçonnique? Ou bien nous oblige-t-elle au contraire à redécouvrir ce qui rend cette pensée humaine et au contraire irremplaçable? Nous sommes accompagnés dans ce voyage par Jiří Pragman et Jocelyn Morand. Merci à tous deux de votre présence. Jiří, tu es journaliste, essayiste belge. Ton parcours professionnel s'étend sur plus de 40 ans et a emprunté plusieurs chemins, notamment assistant social, journaliste professionnel, communicant, formateur, attaché de cabinet ministériel. Tu as également conçu et géré le site web et la plateforme Open Data de la ville de Bruxelles, expérience fondatrice dans ton rapport au numérique, de même que ton accompagnement des espaces publics numériques wallons. De 2004 à 2014, tu as animé le blog maçonnique iram.be, espace de veille critique sur la franc-maçonnerie. Tu as été le commissaire de Maçonica, la journée du livre maçonnique de Bruxelles, dont la première édition a eu lieu en 2013. Tu collabores à présent aux salons maçonniques qui ont repris le format, Lille, Tours, où nous sommes, Nice. Ton travail se concentre désormais sur deux axes, l'antimaçonnisme et ses écosystèmes numériques, sujet que tu documentes depuis l'antimaçonnisme actuel en 2014 jusqu'à aujourd'hui avec Antimaçonnisme, la fabrique numérique du soupçon, ainsi que l'intelligence artificielle comme objet maçonnique et comme outil d'analyse. Tu as publié une quinzaine d'ouvrages. Ton dernier livre, Franc-maçonnerie et intelligence artificielle, la pierre et la puce, explore les intersections entre les enjeux technologiques contemporains et les valeurs maçonniques. Question que nous explorons ensemble aujourd'hui. Tu gères également le site et la lettre d'information antifm.substack.com, plateforme d'observation de l'antimaçonnisme et de l'antimaçonnerie dans l'espace numérique, principalement francophone. Enfin, tu es membre du Grand Orient de Belgique. Jocelyn, tu es ingénieur, cadre de la fonction publique territoriale dans une grande collectivité territoriale. Tu es diplômé d'un 3e cycle en sciences physiques et traitement du signal, mais aussi diplômé en sciences humaines. Et à cela s'ajoute une pratique régulière de l'aïkido depuis 20 ans. Ça ne te rajeunit pas, comme tu dis. Franc-maçon depuis 2010 à la Grande Loge de France, tu es l'auteur de 2 traités d'éthique, de 2 manuels pour officiers, dont un évoque l'usage de l'IA en loge et d'un essai sur la culture geek et la franc-maçonnerie. Tu collabores avec différents médias maçonniques, Radio Delta, où tu officies comme chroniqueur avec ta signature musicale à base de métal, ça ne se voit pas forcément comme on te voit comme ça, ainsi que les cahiers Jean Scott Érigène auxquels tu contribues régulièrement sur des sujets divers, exégèse maçonnique d'œuvres inattendues, les jeux Zelda, Kung Fu Panda, Under the Silver Lake, Spirou, d'autres encore, et articles de fond, violence et franc-maçonnerie, l'aïkido comme discipline initiatique, dont le plus récent est une étude de l'ésotérisme dans la culture métal. Ton parcours professionnel t'a donné une certaine connaissance des outils connus sous le nom d'intelligence artificielle, et c'est à ce titre que tu vas t'exprimer ici. Tes ouvrages disponibles, Jocelyn, sont L'éthique en franc-maçonnerie, 2020, Éthique et athéisme, construction d'une morale sans Dieu, en 2021, Film, BD et jeux de rôle, la culture populaire peut-elle être initiatique, en 2023, L'expert, le maître des cérémonies, l'harmoniste, en 2025, et Le secrétaire, le trésorier, l'hospitalier et l'archiviste, en 2026. Et quant à moi, je suis Vincent Lafargue, animateur de cette table ronde, par ailleurs chef d'entreprise, confronté au sujet de l'intelligence artificielle. J'aime à croire que toute nouveauté est une opportunité dont on peut tirer profit. Il en est de même pour l'intelligence artificielle. J'anime par ailleurs actuellement un projet autour de l'IA au sein de la Grande Loge de l'Alliance maçonnique française, afin de définir quelle réaction adopter face à l'arrivée de cette technologie dans nos loges. Et je vous propose un voyage en 3 temps. La menace et le choc culturel dans un premier temps, pour faire un état des lieux. Puis discernement, limite et régulation, afin d'aller ensuite
vers notre troisième temps qui sera les opportunités, transmission et créativité. Et donc ma première question à Jocelyn, dans notre premier mouvement, l'IA finalement nous fait-elle gagner du temps ou perdre notre capacité à penser selon toi? Vincent, je vais un peu adopter une réponse de Normand. Je vais te répondre que ça dépend de l'usage que tu fais de ton IA. C'est-à-dire que si, par exemple, dans un cadre professionnel, tu dois chercher des documents techniques ou juridiques extrêmement précis et que toi-même, tu n'as pas la compétence pour les trouver, là, pour le coup, l'IA va te faire gagner le temps de la recherche. Par contre, si tu dois, toi, générer un certain travail, une certaine vision beaucoup plus subjective, tu peux demander à l'IA de t'appuyer, mais par contre, le temps que tu auras gagné sur la génération de ton travail, tu vas le réutiliser sur la vérification et la bonne adéquation de ce qui a été donné par l'IA. Je donne un exemple un peu caricatural. Par exemple, un jour, je suis malade, je demande à l'IA, ouais, j'ai des symptômes bizarres, etc. Et l'IA va me dire, un truc idiot, injecte-toi de l'eau de Javel, c'est la Covid-19. Et au final, à partir d'une réponse erronée d'une IA à qui j'accorde ma confiance, en ayant perdu mon esprit critique, je me mets en danger. Bon, l'exemple est un peu caricatural, mais ça reste quand même la problématique. C'est-à-dire que l'IA, quand elle est bien utilisée, représente un gain de temps certain, mais il y aura toujours besoin de vérifier ce qui est fourni, parce que l'IA ne fait que produire du sens. C'est une machine qui va assembler des mots selon certaines règles qui lui ont été inculquées et selon des algorithmes et des méthodes de calcul qui sont très éprouvées et très très classiques. Ça s'appelle de l'inférence statistique. J'ai fait ça dans mon jeune temps quand j'étais étudiant, mais en fait les techniques existent depuis les années 50. Et le fait est que ce sont des machines qui donnent l'illusion de l'humanité dans la construction des textes. Et en réalité, ce ne sont que des assemblages de caractères assemblés selon des règles mathématiques et logiques très très précises et très très poussées. Donc, quand je disais que cette méthode existe depuis les années 50, donc c'est en 1956 que dans un congrès aux États-Unis, c'était un certain, j'ai oublié son nom, qui était le premier à parler d'intelligence artificielle en se basant sur ce que disait Alan Turing, en fait, qui avait écrit un article là-dessus dans les années 50. Et petit à petit, donc on a éprouvé ces méthodes. Et là, ce qui est nouveau depuis les années 2020, depuis l'irruption de ChatGPT, c'est que ceux qui donnent la matière pour le modèle est devenu immense et sans capacité de contrôle. Donc on part d'une méthode simple, mais sur un volume de données énorme, et on a l'illusion d'avoir un outil omnipotent, mais qui en fait n'est rien d'autre qu'un automate qui va produire des mots pas vraiment au hasard, mais selon une séquence bien ordonnée. Et le vrai travail, je pense, qu'il va falloir faire, c'est développer notre esprit critique pour vérifier que ce qu'on nous donne a bien un sens. Et justement, dans cette continuité, J'irai, que penses-tu, ou est-ce que tu imagines que l'IA affaiblit l'effort intérieur nécessaire au travail initiatique que l'on a à mener? Non, je ne pense pas du tout comme cela. En réalité, comme disait Jocelyn, ça demande un certain effort. Lorsqu'on utilise l'IA, et en réalité, il faudrait parler des IA, parce qu'elles n'apportent pas toutes les mêmes résultats, il faut d'abord concevoir exactement ce qu'on lui demande. Donc il y a cette difficulté de concevoir un prompt, donc un texte, qui va être soumis à l'IA qu'on a choisi. Et puis évidemment, ça va générer des réponses. Alors parfois il arrive qu'on pose mal la question et on obtient des réponses surprenantes, mais qui nous sortent de nos habitudes. Donc un jour, j'ai tenté de faire l'exercice sur une planche, type planche d'apprenti, sur le silence. J'ai eu, avec un outil, une réponse sur les vertus du silence, tout court, et un autre faisant allusion au silence en musique, qu'on pouvait éventuellement transposer. C'est une voie à laquelle je n'aurais jamais pensé. Donc, une erreur, même dans le prompt, peut être intéressante. Mais même si un prompt est bien conçu
et renvoie toute une série de réponses, celles-ci doivent absolument être contrôlées. Ce qui veut dire que si on n'a pas la moindre notion de la matière sur laquelle on interroge l'IA en question, on va avoir un certain nombre d'absurdités ou d'hallucinations. Surtout qu'à un certain moment, ce type d'outil se donnait un certain malin plaisir à donner la réponse presque attendue. Et donc, il y a des erreurs absolument flagrantes. Donc, par exemple, quand on utilise un outil comme Gemini, moi je remarque beaucoup d'erreurs. Il y a celles que je remarque, et puis parfois je renvoie cela vers un autre outil qui s'appelle Claude AI en version pro pour obtenir quelque chose d'un peu plus conséquent. Et il va m'analyser la première réponse en me disant il y a une série d'erreurs, il y a une série d'approximations, et il va me fournir les sources. Donc là, je peux aller très loin. Ceci dit, il y a quand même toujours des problèmes. C'est, comme disait Jocelyn, c'est nourri par toute une série de textes. Mais tous les textes ne sont pas accessibles à ces jeunes AI. Il y a donc toute une série de bibliothèques numériques qui ne sont pas accessibles. Il y a toute une série de textes qui n'ont pas été mis en ligne. Et par exemple, j'ai mis en ligne il n'y a pas très longtemps un article sur le baron Julius Evola, et un spécialiste m'a répondu en me signalant des erreurs, par exemple, qui n'étaient pas baron. Or, si j'avais fait ma recherche classiquement dans les bibliothèques ou avec les moteurs de recherche, comme on faisait jusqu'à encore quelques petites années, je serais tombé sur les mêmes erreurs, parce que je n'avais pas accès aux sources primaires. Donc, on se retrouve toujours avec le même danger de travailler sur des sources secondaires, voire tertiaires. Et l'intelligence artificielle a parfois tendance à mettre sur le même pied toutes les sources. Donc, en matière de franc-maçonnerie, par exemple, je lui ai dit tu ne prends pas les informations venant de tel site douteux. Je n'en veux pas. Tu trouves l'information ailleurs. Donc ça demande un travail préliminaire justement pour pas tomber dans certains pièges. Oui. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Jocelyn, de ton côté? Est-ce que justement entre esprit critique ou paresse cognitive, où est-ce qu'on en est? Ça développe l'un, ça développe l'autre, ça annihile l'un ou l'autre? Alors, moi je pense qu'il faut déjà, effectivement, comme l'a dit Giry, apprendre à différencier les sources, des sources primaires, des sources secondaires, des sources tertiaires, voire des sources pas fiables du tout. C'est-à-dire que, pour reprendre mon exemple caricatural, quand le président des États-Unis en 2020 disait que pour lutter contre la Covid, il fallait boire de l'eau de Javel, c'est une source, enfin c'est même pas une source, soit. Par contre, si je prends l'exemple de la science, les articles scientifiques et médicaux sont toujours écrits, revus et corrigés par des académies. Bon, ça n'empêche pas de laisser passer des bourdes ou des coquilles de temps en temps, mais ça reste des sources fiables. En revanche, des articles qui paraissent dans des revues qui ne sont pas forcément avec un comité de lecture compétent, où il n'y a pas d'évaluation par les pairs, ça reste des sources plus sujettes à caution, on va dire. Et si on ne fait pas ce travail de contrôle de ces sources, le contrôle de la bibliographie, quand j'étais étudiant, mes enseignants étaient très 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 stricts là-dessus, si on choisit mal sa bibliographie, on va effectivement aboutir à des erreurs. Donc, comme dans le cas de Giry, écrire que Julius Evola était baron, alors que ça, effectivement, ce n'était pas le cas. Donc, il y a, je pense, on en revient à ça, développer l'esprit critique, apprendre à utiliser une bibliothèque, apprendre à rédiger ou utiliser une bibliographie. Et ça, c'est là, pour le coup, c'est littéralement un travail scolaire à faire. C'est-à-dire que, par exemple, là, je vois qu'il y a des encyclopédies. J'ai vu Le Grand Larousse, je vois l'Universalis. Ça restera un petit peu plus fiable, l'Universalis, que Wikipédia. Parce que Wikipédia, n'importe qui peut écrire dedans, peut écrire ou corriger, il n'y a pas de contrôle. Des encyclopédies ou des bases de données un peu plus sérieuses où il y a un contrôle derrière font que ça reste des sources plus fiables à utiliser. Et si elles sont accessibles, on peut les utiliser avec les outils d'intelligence artificielle.
Et voilà. Mais si je dois résumer, c'est vraiment le travail de l'esprit critique qui compte, et c'est ça qu'on a oublié depuis des années déjà. Donc à remettre en œuvre aujourd'hui. Dans notre état des lieux, Géry, aujourd'hui, finalement, si on doit juste regarder avant d'aller dans notre deuxième étape de notre voyage, selon toi, aujourd'hui, tu dirais que l'intelligence artificielle menace la pensée maçonnique ou pas? Non, pour moi, il n'y a absolument aucune menace. La seule chose qui effraie toute une série de personnes, ce sont les articles faits par l'intelligence artificielle ou les planches faites par l'intelligence artificielle, mais il convient quand même de beaucoup nuancer cet aspect-là. Moi, je suis convaincu qu'à partir du moment où on se pose toute une série de questions et qu'on analyse des réponses, il y a une pensée réelle qui s'exerce. Effectivement, il faut s'entraîner à cela. Moi, j'ai connu les phases où, dans les organisations d'éducation permanente, on travaillait à l'éducation, à la publicité, apprendre à décoder la publicité. Il y a eu les phases d'éducation aux médias. Plus tard, on a appris aussi à analyser les résultats produits par les moteurs de recherche. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, on doit effectivement apprendre à étudier les réponses qui sont faites par ces outils intelligents, y compris dans le domaine de la maçonnerie. Parce que c'est certainement un domaine qui est le plus mal documenté, puisqu'il y a toute une série de textes qui ne sont pas en ligne, et évidemment l'intelligence artificielle ne distingue pas nécessairement la qualité des outils. Une des failles d'ailleurs qu'on trouve dans l'intelligence artificielle, c'est la génération d'images. Vous connaissez toute une série d'images qui sont générées par l'intelligence artificielle, et elles sont en général, ça pue l'intelligence artificielle. Même si c'est de mieux en mieux quand même. Oui, donc ça dépend de nouveau de celui qui fait le prompt. Moi, je fais pas mal de créations numériques. Je n'ai jamais autant visité de musées et acheté de livres d'art depuis que je fais ça. Donc, ça aide. Mais par contre, essayer de représenter un temple maçonnique, qui plus est à travers un certain grade, par exemple, ou dans un certain lieu, c'est extrêmement difficile parce que les IA n'ont pas été nourris convenablement par des images maçonniques de temples. Et donc il y a des choses, enfin des hérésies sur lesquelles les maçons vont buter. Merci à toi. Après cet état des lieux, finalement, rentrons dans cette seconde étape qui est dans notre voyage, tout ce qui touche autour du discernement, des limites, de la régulation, et peut-être une première question un peu cash là-dessus, Jocelyn. Est-ce qu'il faut poser des limites claires à l'usage de l'IA dans nos loges, selon toi? Alors, moi je suis du genre très bad cop en loge. Quand j'étais surveillant, j'ai été très très clair avec les compagnons que j'avais sous ma responsabilité. IA interdit. IA interdit. Voilà, tout simplement. C'est bad cop. Voilà, j'ai été très clair là-dessus parce que je n'avais pas envie de repasser derrière le travail des compagnons pour vérifier qu'ils avaient bien fait eux-mêmes, bien fait leur biblio, enfin voilà. Donc j'ai été assez clair. Je leur ai dit, je préfère que vous me fassiez un texte avec des erreurs parce qu'au moins on pourra voilà, et parce qu'on pourra travailler là-dessus. Je préfère que vous vous trompiez, que c'est comme ça que vous apprendrez, plutôt que de me fournir un texte généré par IA qui sera en fait un ramassis de platitudes. Au moment de ChatGPT, donc je me souviens d'une petite expérience qui avait été faite un soir par un frère qui nous avait dit regardez ce qu'on peut faire avec l'IA, puis il demande à son IA écris-moi une planche en 500 mots sur la pierre cubique. Effectivement, 1 minute après, on avait un texte. C'était pas faux, mais c'était plat. Il n'y avait rien que des choses qui avaient une apparence de sens, mais c'était d'une platitude sans nom. Et en fait, j'anticipe un peu sur la suite, mais ce qui va vraiment différencier un travail produit par un frère
d'un travail généré par IA, ça va être le vécu. Mon propre surveillant, quand j'étais apprenti, me disait toujours, Jocelyn, il faut que tu mettes un peu de toi dedans, un peu de ton sang, en quelque sorte. Donc, et je pense que c'est un petit peu ce travail-là aussi qu'on vient faire en franc-maçonnerie, c'est se livrer, c'est donner son vécu, son expérience, plutôt que d'écrire des platitudes qui seront correctes, mais pas intéressantes. Et dans le milieu professionnel, alors pour l'anecdote, la collectivité qui m'emploie a récemment produit une circulaire générale envoyée à tous les services. Interdiction formelle d'utiliser l'IA, et si on le fait, c'est dans un certain nombre de règles et une IA particulière. Voilà, et je pense que c'est une bonne chose parce que c'est un outil qu'on découvre et dont on doit maintenant définir l'usage. On en connaît le maniement, mais l'usage, il est à inventer. Géry, de ton côté, j'ai envie de te poser la même question finalement. C'était pas forcément prévu, mais Je suis un peu moins, j'allais dire, raide que Jocelyn. sur le sujet. Parce qu'en fait, allez, le problème se pose depuis longtemps. On a connu tous ceux qui écrivaient des planches basées sur Boucher, Wirtz, et puis chez notre chère sœur Irène. Donc après, ils ont été cherchés sur Google, sur Google même, ou sur des bases de planches type l'édifice et autres. Et lorsqu'il y a eu les premiers groupes, les Yahoo Group ou les Google Group, on voyait souvent des questions. Je dois faire un truc sur le niveau, qui a des idées, et hop, on s'attendait à recevoir des éléments comme ça. Donc, je dirais que le problème a toujours existé, et pour moi, sauf si on met simplement le sujet et qu'on attend le résultat et qu'on le bascule comme ça, mais si on travaille intelligemment, pourquoi pas avec une IA, en s'appuyant sur une IA. Si on reprend l'exemple de la pierre, si on reprend l'affaire de la pierre cubique à pointe, dans les livres, il s'est apparemment écrit beaucoup de bêtises, comme aurait pu le dire Jean-Michel Matonnière hier. Donc je ne suis pas sûr que ce que produit l'IA soit tout à fait à niveau là-dessus. Et donc c'est vraiment le domaine où il faut aller vérifier les sources, aller chercher des arguments et contre-arguments. Donc voilà, ça va plus loin qu'une simple recherche Google, et ça demande effectivement beaucoup de temps. On s'est gagné énormément de temps avec l'IA dans les questions que tu as citées tout à l'heure, les gestions de loges, les gestions d'obédience. Mais le problème pour la rédaction ou la réalisation de planches, on n'en gagne pas énormément si on fait un bon boulot. Voilà. Est-ce que tu penses, Géry, qu'il y a un risque de fracture entre le franc-maçon réfractaire et le franc-maçon augmenté? On pourrait dire augmenté, celui qui a la maîtrise de l'IA, que ce soit autorisé ou interdit, mais est-ce qu'à un moment donné, comme peut-être dans le temps avec des planches documentées ou pas, et là, est-ce que... Oui. Non, je passe le sentiment. Seule chose qui puisse arriver, c'est qu'il y ait des échanges entre frères ou sœurs, frères et sœurs sur le sujet, mais je pense que tout le monde va utiliser ces outils d'une manière ou d'une autre. De toute façon, on est déjà soumis aux IA. Si on fait une recherche sur Amazon ou sur Netflix, ce sont des algorithmes qui vont nous apporter des réponses et peut-être nous enfermer dans un certain type de livre et un certain type de film. Donc on a tous intérêt à s'intéresser à la chose et à échanger à ce propos. Merci à toi. Jocelyn, tu parlais tout à l'heure de le risque d'avoir des planches qui soient un peu fades, un peu plates. Justement, à partir de là, qu'est-ce que selon toi on peut faire pour que l'IA uniformise pas les pensées, les sensibilités, pour que l'IA n'aplatisse pas tout ça et nous fasse perdre beaucoup?
Ben, moi, je pense qu'il faut un peu réhumaniser le travail d'écriture. C'est valable en franc-maçonnerie comme c'est valable dans beaucoup de domaines. Il y a quelque temps, au moment où on commençait l'IA, un journaliste sportif disait que la seule manière de sauver le journalisme sportif de sa disparition avec l'IA, c'était de réécrire des récits. Et je pense qu'il faut faire pareil en franc-maçonnerie. Ce qui va différencier une planche d'une autre, ça va être le récit que va faire l'auteur du travail, l'auteur de la planche. Il va raconter son parcours, comment il l'a vécu, partager ses doutes s'il en a eu, et j'espère qu'il en a eu, réfléchir sur les erreurs qu'il a pu commettre. Enfin, c'est vraiment du récit et pas juste aligner des platitudes pour dire le sujet c'est ça, machin dit ci, machin dit ça, etc. On peut articuler les symboles comme ci, comme ça, ça a la portée d'une IA, mais par contre dire voilà, le jour de mon initiation j'ai vécu ça m'a particulièrement impressionné, j'ai vécu une expérience un peu bizarre, puis après tout est revenu à la normale, je m'interroge encore, est-ce que d'autres l'ont vécu comme moi, je ne sais pas, enfin voilà. Tu vois, c'est le récit, c'est le vécu, et c'est ce qu'on dit beaucoup dans l'initiation. Ce qui compte, c'est le vécu. L'IA n'est pas initiée, elle n'a pas de vécu. Par contre, elle a accès à énormément de données, et bien programmée, elle peut simuler des choses. Mais je doute qu'une IA ne puisse un jour simuler le récit. Il y a une petite expérience qui a été faite aussi, mais là pour le coup c'est en littérature, c'est demander à l'IA d'écrire un chapitre de livre dans le style de tel ou tel auteur. Et il y avait un point commun dans tous les résultats de toutes les IA, c'est que c'était des scènes descriptives et extrêmement plates. Il ne se passait rien. Par contre, c'était des scènes écrites à la manière de Alexandre Dumas, Victor Hugo, Émile Zola, Amélie Nothomb, et plein d'autres, quoi. Mais il ne se passait, le point commun de tous ces textes, c'est qu'il ne se passait rien. Et comment t'expliques cela? Parce que l'IA n'a pas d'imagination. Si par exemple on me demandait, je ne sais pas moi, de décrire une maison, etc., je mettrais peut-être un peu, je ferais un peu comme Balzac, je mettrais beaucoup d'éléments de décor, peut-être des éléments d'histoire, et quelques éléments de mystère pour un peu intéresser le lecteur. Par exemple, pourquoi je sais pas moi, un tableau particulier ou des choses comme ça, ou je mettrais peut-être des bruits ou des choses comme ça. Est-ce qu'une IA y pensera? Je ne crois pas. Et à mon avis, c'est qu'une IA, elle n'est pas programmée pour, ou alors il faut vraiment bien la programmer. Elle n'est pas programmée pour décrire une action. Elle va par contre poser un cadre à partir de données stylistiques particulières et en fonction du prompt qui va lui être donné. Mais elle n'écrit pas de récit. Je ne sais pas si on sera capable un jour. On pourra le simuler, mais le récit, ça reste du vécu. Merci à toi. Géry, comment on garde une pensée libre face à des réponses, ces réponses par l'IA, qui sont de plus en plus convaincantes, qui peuvent parfois justement mener à des mauvaises interprétations, et c'est néanmoins très convaincant. Comment je fais? Quels sont mes garde-fous pour garder cette liberté de penser? On a un peu parlé de l'esprit critique, mais concrètement, s'il y a des... Difficile à répondre à cela. Je disais qu'il faut avoir un bagage de départ, sinon on peut se laisser abuser. C'est très difficile de se dire la réponse ou les réponses qui me sont fournies là, comme c'était aussi le cas dans des livres. Il y a énormément de bêtises qui ont été imprimées et qui continuent à circuler. Donc on doit soumettre au filtre de la raison ce qui est soumis par une IA comme ce qui est soumis par un quelconque média classique ou autre aujourd'hui, ou comme l'était le papier, parce qu'on a parfois tendance à sacraliser le papier. Il faut aller en bibliothèque. Je veux dire, en bibliothèque, le nombre de bêtises qui circulent, et c'est peut-être valable pour certains livres qu'on trouve ici aussi. On ne va pas se faire des ennemis, on ne va pas les citer. Je ne citerai pas de nom. Mais donc voilà, à part l'esprit critique, je ne vois pas très bien, et le recoupement, surtout cette volonté de recoupement. Il faut dire aussi que c'est un outil qui aide très fort, et là je reviens sur l'échange hier sur l'antimaçonnisme, où il est très difficile de répondre aux antimaçons.
Parce que ça prend énormément de temps, alors que eux postent des choses très, très rapidement et très efficacement. Mais par contre, si on s'appuie sur l'intelligence artificielle, on peut arriver plus facilement à accumuler un certain nombre d'éléments qui permettent de démonter tout cela. Et que donc, lorsqu'on parle d'un observatoire de l'antimaçonnisme, même maçonnique, il faudra s'appuyer sur l'IA à un moment pour pouvoir démonter ces éléments-là. Mais très probablement, dès qu'on fait une espèce de fiche d'analyse, une fiche de lecture, le soumettre à la, comme on le fait pour une revue scientifique, le soumettre à la relecture d'autres qui pourraient dire mais c'est pas tout à fait cela. C'est bien, tu nous diriges petit à petit vers notre troisième partie qui sont Ah. les opportunités. Justement, Jocelyn, est-ce qu'on pourrait imaginer que l'IA nous oblige à repenser profondément ce qu'est l'humain? Qu'est-ce que tu en penses? Je suis assez d'accord avec ça. Pareil, toujours une petite expérience qui avait été faite par des ingénieurs et des spécialistes, et là ça avait été diffusé sur France Inter, c'était en 2019. C'était Sonia De Villers qui avait fait parler deux agents conversationnels Siri entre eux, et donc les deux iPhones ont discuté entre eux. Pareil, c'était une conversation de platitude bourrée d'éléments de langage. Et le fait est que ces éléments de langage et ces platitudes, on les retrouve aussi beaucoup chez les communicants, les hommes politiques, ou les communicants qui se prennent pour des hommes politiques. Et personnellement, je trouve ça agaçant. Voilà, j'ai une grosse défiance vis-à-vis de la politique à cause de ça. Mais ça rend les discours en fait, des uns et des autres interchangeables. Et justement, on en revient à cette notion de récit. Je pense que si quelqu'un n'a pas un récit à apporter, s'il n'est là que pour apporter des platitudes et qu'il peut être échangé par n'importe qui d'autre, c'est qu'il y a peut-être un gros problème dans ce qu'il fait ou dans ce qu'il est, c'est qu'il a peut-être oublié sa propre humanité, quoi. Et je crains qu'en fait, depuis des années, on ait des formations qui sont intellectuellement très poussées, mais qui nous font oublier ce qu'est l'humain. Je vois ça par exemple dans les formations en management, je vois ça dans ma propre manière de manager, et là pour le coup, je me base beaucoup sur les enseignements que j'ai pu tirer de la franc-maçonnerie pour essayer d'être le moins mauvais manager possible. Mais voilà, on en revient toujours à cette notion de vécu. C'est-à-dire que l'IA, c'est un outil qui va assembler des choses qui vont ressembler à de la pensée humaine. Mais derrière la pensée, on a tendance à oublier qu'il y a le corps. Je ne sais pas si ça peut arriver ici à des gens dans la salle ou même à toi, Vincent, mais l'intuition dans ton corps, que tu sais que tu as raison ou tu sais que tu as tort, mais tu n'arrives pas à te définir pourquoi. Et tu sais que tu vas faire un choix qui va être le bon, même si rationnellement ça n'a pas l'air d'être ça, ou inversement, l'impression que tu vas faire un bon choix et qui en fait va te provoquer une catastrophe. C'est que l'IA n'a pas cette perception inconsciente qu'a l'humain. L'humain ne peut pas se résumer simplement à des capacités cognitives ou langagières. En fait, c'est autre chose. C'est le vécu corporel, c'est le vécu sensoriel, c'est l'expérience du bon comme du mauvais. Et ça, une IA ne peut pas le vivre. Et ce sont des expériences qui nous constituent, même si elles ne nous définissent pas. Et l'IA, elle n'est définie que par une énorme base de données, enfin un gigantesque accès à des bases de données qui échappent à notre conscience, et juste du calcul. Et je pense que justement, on ne doit surtout pas oublier cette chose-là, et je pense qu'il faut qu'on revienne, quoi qu'on fasse, au vécu et au récit. Et c'est seulement, à mon sens, qu'on remettra peut-être un peu d'humain dans une société qui en a cruellement besoin. Comment elle nous le rappelle, l'IA, ça justement? De quoi donc? Il est nécessaire de remettre... De l'humain? Ouais. Il suffit de regarder en fait certains articles de presse ou certains bilans, certains documents. Ils sont bien écrits, mais quand on prend le temps de regarder derrière, il y a vraiment rien. C'est juste un assemblage de données, mais qui est parfois sans interprétation ou sans vécu. Il y a eu cette polémique, pareil, il y a quelque temps, en analyse financière. Il y avait un journal financier à Wall Street qui s'est dit, tiens, je vais virer mes analystes et je vais faire une analyse par IA, vous allez voir, ça va être super. Ce journal, en fait, a fait faillite parce qu'il a publié bêtises sur bêtises et qui ont provoqué des cracks ou des crises à Wall Street.
Et c'est un peu, on en revient à ce que disait Géry tout à l'heure, il y a toujours ce problème de vérification, de recoupement des sources et d'esprit critique. Et or, un humain aurait peut-être eu l'intuition de se dire, ah tiens, bah, le marché n'est peut-être pas très favorable à tel produit, il vaut mieux pas investir dans ce produit-là, mais plutôt dans cet autre produit. Un humain aurait eu cette intuition-là. L'IA aurait dit, les conditions machin sont favorables, blablabla, bla, bla, bla. Enfin, elle aurait fait un truc ultra rationnel, tellement rationnel qu'il en serait devenu absurde, et donc à produire une analyse erronée et qui peut aboutir parfois à des destructions de sociétés. Ouais, merci à toi. Géry, comment l'IA peut-elle enrichir la réflexion symbolique sans remplacer l'expérience initiatique? C'est un grand utilisateur de l'IA. Je n'ai même pas posé la question peut-elle le faire, mais selon toi, comment le ferait-elle? Là, ça me paraît difficile que l'IA elle-même fasse évoluer la pensée symbolique, si ce n'est comme je disais tout à l'heure, en cas d'erreur ou en faisant des recherches, de créer un choc chez le lecteur, chez celui qui a prompté. Et c'est de là, de ce choc, de cette réaction, que peut naître une nouvelle idée. Donc, on peut travailler comme ça, mais c'est vrai que moi, j'ai tendance à considérer l'IA plutôt comme un outil au service des maçons, des loges et des obédiences, que comme ça reste un outil, mais pas vraiment dans le cheminement initiatique d'une personne. C'est justement la question, et là que je voudrais vous poser à tous les deux. Comment faire en sorte que ça reste un outil au service d'eux et que ce ne soit pas un substitut de la conscience? Comment... J'ai envie de vous poser la question à tous les deux, là, parce que je pense qu'elle est vraiment centrale et fondamentale. Peut-être Jocelyn dans un premier temps. Moi, je pense que comme tout outil, il faut connaître son cadre d'utilisation, son mode d'emploi en fait. Alors, pour l'anecdote, donc j'ai publié, tu l'as dit, en 2026, un ouvrage destiné aux secrétaires, trésoriers et archivistes et hospitaliers de la loge. Et il y a un chapitre que j'ai fait rédiger par intelligence artificielle. Voilà. Et en fait, le directeur de collection, Philippe Benamou, m'avait dit au moment du deuxième tour de correction, ce serait bien que tu rajoutes un peu des notes là-dessus. Et je me suis dit, l'intelligence artificielle, pourquoi pas, mais je me suis dit, je vais faire autrement. Je vais demander à l'intelligence artificielle comment un secrétaire pourrait faire appel à elle. Et je lui ai demandé de me le faire en 1000 mots. Voilà, et j'ai mis le prompt dans l'ouvrage. Et là, pour le coup, j'ai indiqué que ça a été rédigé par intelligence artificielle. Ça reste un manuel technique. C'est pas forcément les meilleures pages du bouquin. Mais au moins, voilà, il y a quand même quelques conseils. Et l'IA elle-même, l'outil d'intelligence artificielle lui-même que j'ai utilisé, recommande la plus grande prudence et le plus grand discernement dans son utilisation. Voilà, donc je pense, et je vais te redire ce qu'on s'était déjà dit à Lille quand tu m'avais posé la question, je pense que si on veut être bien capable d'utiliser une intelligence artificielle, il faut développer l'esprit critique. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que réapprendre le grec ancien et le latin. Dommage qu'Annick Drogoun ne soit pas là, ça lui aurait fait plaisir que je lui dise. Merci à toi. Et toi, Géry, pour toi, comment est l'IA au service de la conscience plutôt qu'un substitut de conscience? Je pense que l'IA peut permettre aussi, parce que j'ai parlé tantôt tout à l'heure du côté chronophage de l'IA, mais l'IA peut permettre de gagner énormément de temps. Par exemple, dans la gestion d'une loge, la partie administrative, secrétariat. J'ai été secrétaire de loge. Je passais mon temps à gratter plutôt qu'à écouter. De toute façon, pour avoir à la fois suivante quelqu'un qui va me dire que j'oubliais de citer sa pensée profonde. Maintenant, on peut gagner du temps. J'évoquais tout à l'heure la question des actes de la journée anti-FM. Tout a été enregistré via ce petit outil 180 € Claude, à qui on a demandé le verbatim complet de la chose. Il y a eu une réécriture pour transcrire de l'oral vers l'écrit, parce qu'on n'écrit pas de la même manière. Ça enlève un peu toutes les phrases qui polluent un peu, qui n'ont pas grand intérêt. Polluantes, les hésitations, etc.
Il y a eu une mise en avant d'une synthèse et des points forts et des points qui restaient en discussion. Mais évidemment, on a renvoyé ça à chacun des intervenants pour qu'ils nous disent si oui ou non ils validaient. Parce que bon, il s'est rendu compte qu'il avait fait un petit gag qui était tombé à l'eau. Et on laisse tomber ou c'était mal exprimé et on a pu corriger ça. Ce qui veut dire que on peut avoir maintenant une mémoire des activités maçonniques, des conférences, des salons, etc., qu'on n'avait pas, parce que dans les faits, on dit un jour on publiera les actes, sauf qu'il manque les esclaves pour retranscrire les enregistrements. D'autres cas où on peut mieux consacrer son temps, ou alors même se retrancher derrière l'IA, c'est par exemple la question des sites web des obédiences maçonniques. Quand je travaillais pour la ville de Bruxelles, j'ai étudié 160 sites pour essayer de voir comment ils fonctionnaient. Ce qui était intéressant, ce qu'on pouvait... Tu vas peut-être avoir besoin d'un verre d'eau. Je ne sais Oui. pas si on peut appeler quelqu'un avant que tu ne t'étouffes définitivement. Je vais essayer de tenir. Donc, ça m'a pris 3 mois. Ah bah, génial. C'était merci. Un résultat très épais, très lourd, que j'ai eu du mal à faire passer. Merci. J'ai fait le même genre d'exercice pour les obédiences maçonniques. Je ne suis pas sûr que tout le monde ait envie de voir le résultat, mais l'avantage, c'est que je peux dire aujourd'hui, ce n'est pas Jerry Bragman qui donne son avis inspiré par rapport à ces sites qui sont vieillots, gna gna gna. Ils ne sont pas tous vieillots. Ils ne sont pas tous vieillots, ils sont parfois abandonnés, délaissés, sans respect des mentions légales, sans respect des lois profanes, notamment en matière de règlement général pour la protection des données. Enfin, il y a toute une série de problèmes qui se posent dans ces sites. Mais si je peux fournir une analyse sourcée, fournie par une intelligence artificielle, ça passera mieux que si c'est le point de vue de l'individu Bragman. Donc il y a un côté, pour les fonctions support, il y a un vrai intérêt de l'IA. Oui. Et pour en revenir finalement au sujet qui nous intéressait au départ, l'IA tuera-t-elle la pensée maçonnique ou est-ce qu'elle l'obligera à se réinventer? Qu'est-ce que tu en penses, Jocelyn? Alors, la pensée maçonnique, à mon avis, il y a autant de pensées que de maçons, voire plus. Mais je ne pense pas que l'IA va la tuer. Par contre, ce qui est important, je pense, c'est que nous autres maçons particulièrement, notre méthode elle est initiatique et notre méthode de réflexion elle est basée sur le questionnement, toujours discerner le vrai du faux, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui a du sens, qu'est-ce qui n'en a pas, et c'est justement la quête de sens. Donc je ne pense pas que l'IA devrait briser ça. En fait, le vrai danger, c'est plutôt nous de devenir, nous autres maçons même, de devenir paresseux et de s'appuyer sur l'IA, alors qu'en fait ce n'est qu'un simple assistant, comme l'a dit Jerry. Ça reste un outil puissant dans un certain domaine, dans des domaines professionnels, par exemple, ou même dans des domaines un peu profanes, comme l'analyse de sites web ou ce genre de considérations. Mais dans le domaine de la pensée, si la démarche maçonnique du maçon est bien engagée, sa pensée ne sera pas tuée. Par contre, il pourra utiliser l'IA comme assistant, comme effectivement pour faire des verbatims. Ça, de manière générale, ça m'arrive de faire du verbatim, notamment pour les cahiers Jean Scott Érigène. Donc 1 heure d'interview, ça me demande 3 heures de réécriture. Voilà. Donc l'UNIA, ça pourrait me faire gagner du temps, mais je suis pas sûr de la fiabilité de la chose. Et puis parfois, c'est mieux aussi de reformuler. Et de reformuler en mettant quelque chose qui soit plus lisible que les hésitations ou les digressions de l'interlocuteur. Et ça, une IA ne peut pas le faire. Par contre, le maçon, lui, peut le faire. Donc je pense que c'est vraiment ce travail de responsabilité dans la décision, de quête de sens qu'on ne doit surtout pas oublier. L'IA n'est qu'un outil parmi tant d'autres.
Par contre, notre pensée, elle est enrichie par notre vécu, notre questionnement, et on ne doit surtout pas oublier ça. Oui, donc c'est pas la responsabilité ou la culpabilité de l'IA, c'est la responsabilité du maçon plutôt. C'est ce que tu viens de dire. Oui, Pas c'est ça, ce que j'essaie de dire en fait, et j'avais développé ça aussi quand on avait reçu Laurence de Villers à Radio Delta. J'étais parti sur un manga, un animé que j'avais vu sur Canal+ il y a longtemps, où justement une IA devenue folle prend le contrôle de tout un système militaire et dévaste une ville. Qui est responsable? Celui qui l'a programmé? La circonstance qui a rendu l'IA folle, ou encore autre chose? Et j'avoue que je n'ai pas la réponse. Mais si une IA devient folle, qui est responsable? Celui qui l'a créée, celui qui l'a utilisé, ou celui qui l'a fait bugger, parfois par erreur? Ça, c'est une question à laquelle on n'a pas encore de réponse. Et je pense que les prochaines années vont être autant dans le droit que dans la philosophie ou dans l'éthique. Ça va être très, très, très intéressant et très important. Merci à toi, Jocelyn. De ton côté, Jiri, l'IA tuera la pensée maçonnique ou l'obligera-t-elle à se réinventer? L'IA tuera-t-elle la pensée maçonnique ou obligera-t-elle à se réinventer? Pour moi, ça va être un nouvel environnement et on va être obligé d'en tenir compte et de réfléchir à tout ce qu'on a appelé ces outils, mais il faut aussi aller plus loin parce que c'est vrai qu'on parle de l'outil IA et de la pensée maçonnique, mais en tant que maçon, on doit se poser aussi les questions éthiques, parce qu'on a parlé tout à l'heure des milliards de données qui aboutissaient dans ces data centers. Il faut savoir qu'elles sont labellisées et qu'il y a des personnes pour quelques dollars, francs, euros, que sais-je, par exemple à Madagascar, pour tout ce qui est francophone, qui doivent labelliser des données, c'est-à-dire leur fournir des informations sur des données et encore pire sur des images, ce qui est encore là ils en voient passer des vertes et des pas mûres. Par ailleurs, il y a toute la question environnementaliste qui doit jouer. On parle des développements des data centers, notamment en Europe, pour échapper à la tutelle américaine, mais il y a tous des aspects de consommation et notamment d'eau dans des pays de plus en plus surchauffés. Donc on doit aussi s'interroger non pas sur l'existence de l'IA, elle est là, mais comment on fait pour gérer l'amont avec les données et les travailleurs qualifiés qui y travaillent, et puis toute la production avec ces data centers. Comment va-t-on mieux maîtriser cela demain? Là, ça va aussi de notre réflexion. Et responsabilité. Oui. Puisqu'il nous reste quelques minutes, je vous propose de passer la parole à la salle s'ils ont des questions à poser. Avez-vous des questions à poser? Nous en avons une au fond. Je vais aller avec le micro. Comment vous appelez-vous? Merci de cet exposé. Moi, j'aurais une question. Vous avez beaucoup parlé des sources au début de l'intervention. Est-ce que les Grandes Loges n'auraient pas intérêt à faire un IA dédié de façon à pouvoir contrôler les sources qu'il y a dedans et que cette IA ne soit pas un outil de fabrique de planches, mais tout simplement une base documentaire? Ça pourrait même être un projet commun. Je ne vois pas de qui il parle. Alors, pour ce qui est des sources, alors pour l'anecdote, il y a 2 ans, donc la question à l'étude des loges de la Grande Loge de France concernait l'intelligence artificielle. Et pour la synthèse des débats, une expérience a été faite. Justement, c'est indiqué dans le livret de la réponse à la question à l'étude des loges, que je vous invite à vous procurer. C'est très, très intéressant. Je précise que je n'ai aucun intérêt là-dedans. Moi, j'étais très, très éloigné de cette histoire à ce moment-là. Par contre, une IA a été programmée par des ingénieurs embauchés par la Grande Loge de France pour analyser la synthèse de l'ensemble des réponses des centaines de loges qui ont répondu, et parfois de manière très abondante. Donc cette possibilité existe, on a montré que ça marchait. Par contre, c'est de l'investissement, ça prend du temps et c'est une volonté un peu politique.
Tu veux rajouter Oui. quelque chose ou on passe à la Oui. question suivante? Oui, mais c'est vrai que moi, j'ai développé un petit chapitre là-dedans sur l'installation de l'IA locale. Donc, on ne va pas utiliser ChatGPT qui vont chercher des éléments à l'extérieur. On nourrit sa propre base de données et ça peut permettre toute une série d'enseignements. J'ai été frappé, par exemple, sur les statistiques que les obédiences ont beaucoup de mal à fournir sur l'évolution du nombre d'adhérents, mais aussi les départs, la composition sociale, enfin des tas de choses comme ça. On est sur de l'analyse de données, en fait. Sur l'analyse de données, ça pourrait être utile. Mais d'autres recherches. Moi, je m'intéressais, par exemple, au titre distinctif des loges. Bon, il y a toutes sortes de titres distinctifs. Il y a eu des modes, il y a eu des périodes, mais le jour où on pourrait nourrir cette base de données de ces titres de loge, de voir quelle a été leur existence, parce que certaines étaient très bonapartistes, par exemple, en France, on pourrait peut-être tirer des enseignements. Si on mettait un chercheur sur le sujet, ça mettrait des mois, alors qu'il y a une analyse qui peut être faite et qui peut lui être soumise. De la même manière, tout ce qui est planches, travaux, enquêtes, études devrait pouvoir être rassemblé en interne, pouvoir être traité en interne, peut-être décider aussi à un moment de faire sortir des choses. Mais ça, c'est une autre décision. J'entends un retour plutôt favorable de vous deux. Après, il y a la mise en forme qui doit se mettre en place. Nous avons une question au deuxième rang, Oui, bonjour. avec le micro près de la bouche. Je voudrais revenir sur votre propos tout à l'heure, risque de fracture entre francs-maçons simples et francs-maçons Entre les augmentés. réfractaires et les augmentés. Voilà. Je voudrais dépasser les francs-maçons. Je voudrais aller sur les gens, les Français, les Belges, si vous voulez. Parce que quand vous prenez l'exemple d'Amazon ou de Netflix, sont-ils conscients ou inconscients d'être, entre guillemets, manipulés par l'IA? Quand on fait une commande, on voit les gens qui ont acheté ça ont eu pensé à ça. Donc, on est un peu dirigé. Et donc, ma question est la suivante. Après la fracture numérique toujours présente dans beaucoup de populations, est-ce qu'on n'est pas en train de fracturer la société? Et donc, nous, francs-maçons, avec notre tâche d'éducation, n'avons pas un gros boulot à faire? J'ai dit. Intéressant. Moi, j'aurais juste une petite anecdote. On dit en entreprise que parfois l'IA ne remplacera pas les salariés, mais les salariés qui utilisent l'IA remplaceront ceux qui ne l'utilisent pas. Voilà, c'est un peu. Est-ce que vous avez envie de dire quelque chose sur cette Moi, je vais aller un petit peu plus loin que ce qu'a proposé notre sœur. En fait, là où je travaille, en fait, une de mes collègues s'occupe justement de ce qu'on appelle la fracture numérique. Donc, dans la collectivité où je travaille, on a une population qui est pas toujours riche, ou parfois qui ne sait ni lire ni écrire la langue française. Parfois, j'ai déjà vu des usagers qui ne savaient même pas lire les caractères européens, parce qu'ils venaient d'autres pays, d'Asie, d'Asie du Sud-Est, etc. Ils n'avaient jamais parlé français. Donc je pense que cette fracture numérique, elle existe déjà dans le monde profane, et elle existe encore plus, elle a le risque d'exister encore plus en loge. Mais pour la petite anecdote, pendant des années, c'était mes parents qui faisaient la déclaration d'impôt de ma grand-mère. Voilà, parce qu'elle n'avait absolument pas envie d'installer un PC chez elle pour pouvoir faire sa déclaration d'impôt. Et cette fracture, elle existe dans la vie courante, elle existe avec les services publics, avec la perte des guichets, la fermeture des services et le remplacement par les services numériques. Mais ce faisant, on a une partie de la population qui n'a plus accès à ses droits les plus élémentaires à cause de cette fracture numérique. Et on a peut-être une carte à jouer, pourquoi pas. Et il y a peut-être effectivement une carte politique à jouer là-dessus pour réduire la fracture numérique avant de réduire la fracture de l'intelligence artificielle. Une question suivante. Ah, le micro, il ne marche pas. Il faut appuyer. Oui, ça y est. Ça y est. Alors, très rapidement, par rapport aux planches, en fait, je pense que l'IA ne va pas affecter les rites de style anglais, où il n'y a pas de planche. Il n'y a que du rituel, appris par le cœur. Et aussi, juste une remarque, il y a un rite où les planches ne sont pas lues.
Hein, le rite opératique de Salomon, c'est entre les colonnes, et tu dis ce que tu as à dire au moment où tu es. Voilà. Il est clair qu'à partir du moment où il y a de l'ici, maintenant, du présentiel et de l'immédiateté, effectivement, ça traite de manière un petit peu différente. Peut-être je ne sais pas combien de temps il nous reste, peut-être une dernière question. Oui. Alors, vous avez indiqué qu'en tant que surveillant, vous interdisez l'usage des l'IA dans la rédaction des planches. Ça, c'est Jocelyn. C'est moi. C'est moi. C'est lui. Je comprends bien la crainte, celle d'une parole, je me suis permis d'écrire parce que sinon, celle d'une parole qui ne serait plus réellement travaillée, intériorisée, ni portée par les cheminements personnels de l'initié. Il y a une nuance par certaines personnes présentant des difficultés cognitives, langagières ou attentionnelles. Par exemple, dans l'organisation du discours, la formulation, la syntaxe ou la mise en ordre des idées. L'IA peut devenir donc un outil de compensation et non un substitut de la pensée. Une planche mal structurée, maladroite ou difficilement compréhensible peut empêcher l'autre d'accéder au fond réel de la réflexion. Or, si le langage est un vecteur d'accès à l'autre, il peut aussi devenir un obstacle lorsque la forme empêche la pensée d'être reçue. Et quelle est ta question alors? Donc la question, c'est, par exemple, une personne qui parle une langue étrangère comme moi, c'est difficile parfois. Donc, comment distinguer dans un cadre maçonnique un usage de l'IA qui appauvrit le travail initiatique en remplaçant l'effort personnel d'un usage éthique et maîtrisé, qui permettrait au contraire de rendre une pensée plus lisible, plus accessible. En gros, est-ce que c'est un outil au service d'une situation particulière ou bien est-ce que ça prend la place de Géry? Je vois des cas de personnes qui ont énormément de difficultés à s'exprimer, notamment par écrit, et leurs écrits donnent une mauvaise image d'eux. En gros, quelqu'un qui serait malveillant aurait une très mauvaise image de ces personnes. Le fait qu'on leur ait appris à utiliser dans une certaine mesure l'IA, que ce soit pour rédiger des emails ou pour revoir des textes de type planche, leur permet effectivement, comme on le disait, de présenter quelque chose qui est correct, qui ne va pas heurter, qui ne va pas le faire passer pour un imbécile, carrément, alors que, de toute façon, derrière, il y a sa première réflexion. La réflexion lui appartenait. Ça n'est qu'une réécriture, pour la réécriture qu'il a été aidé. Donc c'est très positif dans ce cas-là. Et pour répondre à la question posée par notre sœur, dans le cas de frères ou de sœurs qui auraient des difficultés à s'exprimer ou à écrire, l'IA peut rester un outil, mais ça ne remplacera jamais un vrai accompagnement humain, justement d'un frère au fait des difficultés, qui va accompagner, discuter, parfois enseigner, orienter. Enfin, il y a tout un travail humain que l'IA ne peut pas faire. L'IA va se contenter de mettre en forme proprement un travail, mais qui ne sera pas forcément représentatif, effectivement, de ce que peut réellement faire le frère. Je parle beaucoup par anecdote, mais dans ma propre loge, donc, on a accueilli un jeune frère très, très, très dyslexique. Voilà. Et il avait vraiment des difficultés à écrire. Et quand je dis des difficultés à écrire, il ne savait pas former ses lettres. Ça arrive. Mais il a été accompagné par quasiment tous les frères de la loge. On l'a accompagné dans sa vie maçonnique et dans sa vie profane. On l'a aidé à rédiger des lettres de motivation, on l'a aidé à rédiger des dossiers. Et au final, il a fait un bon parcours maçonnique. Et on a pu aussi lui régler beaucoup de difficultés qu'il n'arrivait pas à régler parce qu'il y avait ce problème d'écriture et de lecture. Et c'est pas une IA qui l'a fait, c'est l'action des frères. Il faut quand même pas oublier, notre sœur a parlé de l'accompagnement de frères et de sœurs en difficulté. On a quand même un rôle pour ça. Il y a un office qui s'appelle l'hospitalier, et je pense qu'à un moment, il faut l'être tous. Et une IA ne pourra jamais remplacer un hospitalier. Elle pourra servir d'outil dans certains cas précis, mais rien ne remplacera l'accompagnement d'un frère ou d'une sœur d'ailleurs
pour un frère ou une sœur en difficulté, quelle qu'elle soit, que la difficulté soit langagière, que la difficulté soit un problème de handicap ou quoi que ce soit d'autre. Et ça, on doit garder cette dimension, et c'est ce qui nous différencie de l'IA, l'empathie et le soin. Pour terminer, en un mot, une phrase, votre synthèse de ce temps d'échange et d'apport. Géry, qu'est-ce que tu dirais? J'aimais bien écouter Jocelyn. T'aimais bien écouter Jocelyn? Il faut que je fasse une synthèse. T'es pas obligé. Sinon, En une phrase, c'est encore plus compliqué. Alors, je pense que si on veut arriver à se passer ou maîtriser l'IA, il faut apprendre à s'en passer. Pour apprendre à s'en passer, rien ne vaut l'étude des langues anciennes et rien ne vaut également de prendre soin les uns des autres. Ça, une IA ne pourra jamais le remplacer. Merci. Géry, c'est bon pour toi? Merci à vous deux. Un grand merci d'avoir été présents cet après-midi. Et merci à vous d'avoir été aussi là.